Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, mais aussi sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier, à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous poserons la question ensemble de la possibilité d'une évolution de la fiscalité en ce qui concerne les locations saisonnières ou plus particulièrement les locations Airbnb. Bruno Le Maire a laissé entendre que cela pourrait arriver dans quelques interviews avant l'été. Nous nous poserons la question ensemble de savoir ce que cela pourrait changer avec Aurélie Sultan, avocate fiscaliste en patrimoine et experte en location meublée. Ce sera donc la première partie de Smart Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine dans un contexte compliqué ou en tout cas un petit peu différent en ce moment pour les fonds immobiliers, que ce soit les SCI, OPCI ou SCPI. Nous nous demanderons quel est le traitement à réserver pour les fonds immobiliers dans un contrat d'assurance vie pour cette fin d'année 2023 et nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler Christian de Kerangal, directeur général de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, mais aussi Anthony Kelsey, fondateur de Kelsey Patrimoine. Ce sera donc Enjeu Patrimoine. Et puis enfin, nous finirons cette émission avec l'œil du CGP où nous aurons le plaisir de recevoir Antoine Cauchy, cofondateur de Trèfle Gestion Privée, avec qui nous reviendrons sur les contrats de prévoyance pour les entrepreneurs et notamment sur les points à regarder de près pour vérifier si l'on est bien équipé en matière de prévoyance. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble si la fiscalité des locations Airbnb est trop favorable à l'heure actuelle et surtout si elle peut être amenée à évoluer dans le temps. On se souvient que le ministre de l'économie Bruno Le Maire a laissé entendre dans plusieurs interviews avant l'été que qu'il serait en tout cas favorable, lui, à une revue de la fiscalité des locations Airbnb. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Aurélie Sultan. Bonjour Aurélie Sultan. Bonjour. Vous êtes avocate fiscaliste en patrimoine et experte en location meublée. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Si la question se pose, c'est qu'il y a un contexte fiscal particulier pour les locations saisonnières Airbnb. Déjà, est-ce que c'est la même chose ? Quel est le terme qu'on utilise fiscalement ? Alors, on utilise le terme plutôt de location courte durée. D'accord. Ou meublé de tourisme. Voilà, c'est les deux termes qu'on utilise, nous, en fiscalité. Mais on va voir que le régime fiscal, que ce soit en location courte durée ou longue durée, quand vous faites du meublé, est sensiblement identique, avec quelques subtilités qu'on va aborder. Et alors, du coup, un traitement fiscal différent de location classique. On sait notamment, tous ceux qui mettent leurs appartements ou leurs maisons sur Airbnb savent qu'ils ont un nombre de jours limité dans l'année pour le louer. Tout à fait. Tout à fait. Normalement, c'est limité à 120 jours quand vous êtes dans des communes comme à Paris ou dans des grandes villes. Normalement, vous êtes limité à 120 jours par an. Si c'est votre résidence principale, et à Paris, en fait, si ce n'est pas votre résidence principale, vous n'avez pas du tout le droit de faire du Airbnb, sauf certaines dérogations. Mais normalement, vous pouvez faire que du Airbnb sur votre résidence principale à maximum 120 jours par an. Et alors, quelle est la fiscalité qui s'applique ? Est-ce que déjà on fait la différence entre résidence principale ou non-résidence principale ? Non, pas forcément. Non, alors en fait, on fait la différence d'un point de vue fiscal si vous faites de la location nue, donc, vous louez sans meuble, ou si vous faites de la location meublée. Si vous faites de la location nue, vous êtes sous le régime fiscal des revenus fonciers. D'accord. Et si vous faites de la location meublée, vous êtes sous le régime des BIC, donc des bénéfices industriels et commerciaux. D'accord. Et alors, quelle est la différence qui laisse entendre, qui fait dire à certains que la fiscalité est trop favorable pour les locations donc courte durée ? Courte durée ou meublée, ou longue durée d'ailleurs. Aujourd'hui, vous avez un dispositif qui s'appelle le dispositif Microbic. Bien sûr. Donc en fait, il s'applique si vous avez moins de 77 700 euros de chiffre d'affaires. Donc si votre loyer annuel n'excède pas 77 700, vous pouvez avoir un abattement qui représente en principe 50%. D'accord. Donc ça veut dire que vous n'avez pas apporté de justificatif par rapport à vos charges, etc. Vous avez automatiquement 50% d'abattement et donc vous êtes imposé sur la moitié.
Ça, c'est quand vous faites du meublé courte durée classique. D'accord. Donc, je loue un appartement, mettons, à Paris, à Lyon ou à Bordeaux. J'ai un chiffre d'affaires qui n'excède pas le seuil donc de 70 000 euros, un peu plus que vous venez de nous donner. 77 700. 77 700. Automatiquement, entre guillemets, l'administration fiscale prend en compte la moitié de ce chiffre d'affaires pour ensuite apposer une fiscalité. Exactement. Ça, c'est le principe. Exception, c'est que si vous avez un classement, donc vous êtes en meublé de tourisme classé, c'est-à-dire que vous avez obtenu une accréditation auprès d'un organisme indépendant agréé par l'État qui va évaluer le niveau de confort, d'équipement du logement et qui va vous attribuer des étoiles, comme à l'hôtel, de 1 à 5 étoiles. Et là, vous pouvez bénéficier du microbic, mais là, le seuil n'est plus 77 700, mais il passe à 188 700. D'accord. Et là, vous avez un abattement de 71%. D'accord. C'est énorme. Donc, vous êtes imposé sur 29%. Ce qui est plutôt favorable. Et c'est ça qui est en discussion et qui est un peu une niche aujourd'hui. Parce que quand on est dans des villes très touristiques comme Paris, on a plus facilement peut-être ces fameuses étoiles dont vous parlez ou pas forcément? Alors finalement, en pratique, tous ceux qui font du Airbnb à Paris ne demandent pas de cette accréditation. D'accord. Ils n'ont pas d'étoiles, c'est plutôt dans les stations de ski, dans les stations balnéaires, etc. D'accord. Où effectivement, il y a plus d'étoiles qui sont accordées, mais à Paris, je le vois très rarement. Alors une question quand même, parce qu'effectivement, on comprend que la fiscalité appliquée aujourd'hui laisse entendre qu'on fait un cadeau à ceux qui ont possibilité de générer des revenus à partir de leur logement. Pour autant, quand on pose la question à Airbnb France sur le nombre de gens ou sur les revenus moyens générés par des appartements, on est sur des montants beaucoup plus faibles. On est autour de 4 000 euros, un peu moins même, à l'année. C'est ça. Ouais, c'est pareil, j'ai vu qu'il y avait une moyenne de 3 800 euros, exactement. Ce qui n'est pas très élevé. Et finalement, en pratique, ceux qui font beaucoup de Airbnb ne sont pas sous le régime micro. D'accord. Ils sont sous le régime réel et ils déduisent toutes les charges réellement engagées pour cette activité de location meublée. Et ils peuvent déduire donc les frais de conciergerie, les intérêts d'emprunt, etc. Donc on dépasse souvent les 50% finalement de charges réelles engagées. Oui. Surtout qu'on peut amortir en fait le bien immobilier quand on fait de la location meublée, à condition d'avoir un comptable, donc d'inscrire le bien à l'actif d'un bilan. Donc il n'y a pas une comptabilité, donc c'est des frais quand même en plus. Donc on est quand même considéré comme professionnel. On ne peut pas simplement les déclarer sur sa déclaration. Professionnel. On peut être en loueur en meublé non professionnel et déduire l'amortissement. C'est pas, c'est juste un dispositif comptable. On est quand même sous le régime réel, avec une comptabilité à tenir, même si on est non professionnel. Est-ce qu'il est crédible, envisageable que cette fiscalité évolue? Donc on a eu des effets d'annonce, effectivement, des interviews. Bon, des interviews font pas la loi. Est-ce que vous pensez qu'il est crédible qu'on revienne sur cette fiscalité aujourd'hui? Alors, ce qu'on critique aujourd'hui, c'est quand vous faites de la location nue, donc quand vous êtes sous le régime des revenus fonciers, là, le seuil pour bénéficier du micro-foncier, c'est plus 77 000 ou 188 000, c'est 15 000 euros de loyer. Et l'abattement n'est pas de 50% ou 71%, il n'est que de 30%. Donc, en fait, on se dit, pourquoi il y a cette différence entre ceux qui font de la location nue et ceux qui font de la location meublée? Donc aujourd'hui, certains veulent justement revenir sur la fiscalité des revenus fonciers. Après, c'est un peu sévère parce que c'est vrai que quand vous faites de la location meublée, vous achetez des meubles. Il y a quand même beaucoup de contraintes quand même. Bien sûr, de charges, location que vous n'avez pas quand vous faites de la location nue. Donc c'est pour ça que les 50%, dans les 50%, on prend en compte toutes ces charges liées, notamment aux frais de conciergerie. Et avec une question sur le logement quand même, parce qu'avec cette idée derrière que si la fiscalité est plus incitative sur la location courte durée, type Airbnb ou saisonnière, c'est autant de biens qu'on enlève pour du logement longue durée dans un contexte de tension un peu sur le marché du logement à l'heure actuelle. Oui, c'est vrai, mais quand vous regardez la location des meublés longue durée, finalement aussi, elle bénéficie d'un régime, de l'abattement de 50%. C'est pas que les locations courte durée. Donc, est-ce qu'on veut revenir sur tout le dispositif des loueurs en meublé non professionnels ou même professionnels? Bien sûr. Ou est-ce qu'on va revenir que sur les locations courte durée dont certains peuvent bénéficier d'un abattement de 71%. Donc certains veulent justement voir la suppression seulement de cet abattement de 71% et de le rabaisser à 50%. Donc aujourd'hui, on ne sait pas sur quel terrain ils veulent... la loi de finances, normalement, ça devrait être discuté lors du projet de la loi de finances pour 2024, donc à l'automne prochain. Et donc on va voir, est-ce qu'ils vont réduire les seuils, est-ce qu'ils vont réduire les abattements, est-ce qu'ils ne vont pas toucher du tout à la location meublée, on verra.
Est-ce qu'un changement de fiscalité, selon vous, alors effectivement, là on est plus du domaine de l'avis, puisqu'on n'a pas encore de faits établis, mais pourrait à lui seul régler le problème du mal logement? En fait, peut-être qu'on fait peser sur les Airbnb quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec la location saisonnière aussi en matière de logement en France. Finalement, on a vu qu'à Paris notamment, vous ne pouvez pas faire de la location meublée sur votre résidence secondaire. Donc c'est votre résidence principale. Donc déjà, il n'y a pas de problème de logement puisque c'est leur résidence principale. Donc on n'enlève pas un logement à quelqu'un. Donc je ne sais pas si la fiscalité, donc celui qui fait un petit peu de Airbnb, qui met sa maison, même sa résidence secondaire ou dans le sud de la France par exemple, parce que dans certaines stations ils peuvent le faire plus facilement. Bon, est-ce que ça va résoudre le problème du logement, les problèmes de la crise du logement? J'en suis pas certaine. Merci beaucoup Aurélie Sultan de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocate fiscaliste en patrimoine et experte en location meublée. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment aborder les fonds immobiliers dans vos contrats d'assurance vie? Voilà la question qui va nous animer ensemble dans Enjeu Patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Christian de Kerangal. Bonjour Christian de Kerangal. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général de l'IEIF, Institut de l'épargne immobilière et foncière. On va revenir avec vous dans un instant sur les tendances et les chiffres un petit peu vis-à-vis de ces fonds immobiliers. Juste avant, nous avons le plaisir d'accueillir également sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler Anthony Kelsey. Bonjour Anthony Kelsey. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur de Kelsey Patrimoine et vous nous direz dans un instant quel sort vous réservez justement à ces fonds immobiliers dans des contrats d'assurance vie ou autres pour cette fin d'année 2023. Christian de Kerangal, on va commencer avec vous. Si on se pose la question aujourd'hui, ça n'est pas anodin, c'est que cela fait plusieurs semaines, on peut même commencer à en parler en mois, que on constate peut-être des inquiétudes sur les fonds immobiliers de deux sortes. Déjà, les chiffres de l'IEIF et de l'ASPI me montrent un recul de la collecte sur le premier semestre de l'année 2023. Et on a vu également, alors déjà l'AMF commençait à s'intéresser d'un petit peu plus près à la gestion des actifs au sein des SCPI et certaines grandes SCPI annonçaient des baisses de valorisation du prix de leur part. Un contexte qui pose question sur les fonds immobiliers aujourd'hui. Comment est-ce que vous regardez ça du point de vue de l'IEIF ? Très clairement, je pense qu'on avait oublié que l'immobilier était cyclique. Or, l'immobilier, comme l'économie, comme l'investissement dans d'autres classes d'actifs, est cyclique. Or le cycle que nous venons qui est en train de se terminer est un cycle qui a été très long, qui a été boosté en plus par l'apport de liquidités par les banques centrales, par les taux zéro. Oui. Et donc aujourd'hui, effectivement, la remontée des taux, elle implique des financements plus chers et puis un repositionnement en termes de couple rendement-risque des actifs immobiliers. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de voir ? On est en train de voir des investisseurs institutionnels qui se posent des questions sur la bonne valorisation de l'immobilier, donc qui investissent beaucoup moins. Et donc aujourd'hui, on commence à avoir des actifs immobiliers. Alors ça prend toujours plus de temps que les actifs financiers, que les actions les obligent, mais on voit un repricing qui est en train de se faire sur les actifs immobiliers eux-mêmes. Et donc c'est normal, à un moment, ça se fait aussi dans les prix de départ des véhicules d'investissement immobilier que sont les SCPI et les SC. Donc, pour bien comprendre pour les gens qui nous écoutent, le sujet aujourd'hui, c'est la valorisation des actifs dans lesquels, achetés par exemple par les sociétés de gestion, qui est en cause sur le sujet rentabilité que eux auront à la fin. Alors, c'est vraiment la valeur des actifs, parce qu'en termes de flux de revenus, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de casse au niveau des flux de revenus. D'accord. Il y en aura peut-être un peu, parce qu'on sait très bien que... Alors après, ça dépend très fortement des catégories d'actifs, des localisations, comme toujours en immobilier, et notamment, on en parlait juste avant de rentrer, la classe d'actifs bureaux, qui a été la classe d'actifs reine depuis les années 60, elle est aujourd'hui bousculée par le télétravail, par les changements de mode de travail. Et ça, on le voit réellement dans les chiffres, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'était plus une intuition de dire, ça va être plus compliqué pour le bureau, et on entendait régulièrement certains experts nous dire, mais non, les bureaux vont rester, on va revenir dans les bureaux, ou en tout cas les entreprises vont s'équiper différemment. Là, on voit clairement que le bureau recule, entre guillemets, en matière de SCPI. Non ? Oui, non, tout à fait, mais avec de grandes différences. C'est-à-dire que, par exemple, le bureau en centre-ville, dans le cœur de Paris, vous avez un taux de vacances de 2,5%. Tout le monde veut être dans le cœur de Paris. Donc, il y a, pour le coup,
une recherche de centralité et de vie. Vous avez par contre des taux de vacances qui sont élevés en périphérie parce que ce sont des localisations qui sont moins attractives. Et donc, effectivement, là, on commence à voir l'impact du télétravail, mais aussi de la baisse de la population active. Clairement, on va avoir dans l'avenir besoin de moins de bureaux qu'avant. Probablement de mieux de bureaux, des bureaux mieux équipés. Je ne dis pas que le bureau est mort du tout, mais on demandera à Anthony Calci de bureaux qui soient plus vivants, mais surtout dans des quartiers beaucoup plus animés, avec beaucoup d'aménités urbaines, etc. Une dernière question sur le contexte, avant peut-être de regarder effectivement la stratégie d'investissement sur le sujet. On a pu lire et entendre même dans cette émission qu'en France, le sujet revalorisation des prix de part était arrivé après d'autres pays européens, peut-être parce qu'il y a eu moins de transactions qui a, entre guillemets, un petit peu artificiellement gardé des prix élevés. Et là, maintenant, on est obligé de faire face finalement à ce recul. Est-ce qu'on est au début d'un recul des valorisations ? Alors, je pense qu'on est au début, effectivement, d'un recul des valorisations qui sera très varié en fonction des véhicules, qui sera très varié en fonction des sous-jacents, des actifs immobiliers sous-jacents. C'est ce qu'on disait, hein, le commerce, l'hôtellerie, la santé, le bureau, etc. ne réagissent pas de la même manière. Mais clairement, aujourd'hui, il faut reconstituer de la prime de risque par rapport à un niveau d'obligation qui a augmenté de 300 points de base. Bien sûr, oui. Donc ça veut dire, même si on a une inflation qui va soutenir les revenus et les loyers, ça veut dire une baisse de la valeur d'un certain nombre d'actifs. Ça, c'est clair. Anthony Calci, maintenant que le contexte est posé et décrypté par Christian de Kerangal, quand on est conseiller en gestion de patrimoine, qu'on s'adresse à des clients, alors je ne sais pas si vous le disiez, mais d'autres disaient qu'effectivement, en termes de réserve de valeur, dans des assurances-vie, il y avait le fonds en euros, puis il y avait les fonds immobiliers qui présentaient des caractéristiques parfois proches, certains disaient même similaires. Comment est-ce qu'on aborde dans ce contexte l'investissement sur les fonds immobiliers ? Alors bien sûr, tous les cabinets de gestion de patrimoine avaient des fonds immobiliers. Ça a remplacé, comme vous dites, les fonds euros les années précédentes. Quand on avait un fonds euro à 1% et une SCI qui apportait du 4%, on était très heureux. Mais ce qui s'est passé en 2022 avec la hausse des taux, si on faisait le calcul, on allait remarquer que ces fonds immobiliers allaient faire 3 à 4%, quand le fonds euro, un fonds monétaire, allait faire lui-même 3-4%. Bien sûr. Oui. Donc même si on ne savait pas si ça allait baisser, on pouvait s'en douter, hein, si on connaît la méthode de calcul par la prime de risque, eh bien c'était tout à fait logique de se dire non, moi je préfère avoir 3 à 4% sur un taux garanti ou quasiment garanti avec un fonds monétaire. Oui. Donc nous, malgré des années fructueuses sur ces SCI, eh ben, on les a arbitrés. Voilà. Et donc le recul de la collecte sur les SCI, SCPI ou OPCI s'explique par le fait que les fonds euros rémunèrent plus aujourd'hui ? Bien sûr, en fait, cet impact de la hausse des taux courts joue sur absolument tout type d'investissement, parce qu'il y a aussi des comptes à terme qui sont très performants. Là, on parle à l'intérieur de l'assurance vie. Donc, quand on a une assurance vie avec un fonds immobilier, SCI ou SCPI, et des fonds en euros, des fonds monétaires, la différence, c'est qu'il y a une garantie de liquidité chez l'assureur. Oui. Donc, en un clic, quelques euros, vous passez de l'un à l'autre. Vous n'avez pas besoin de casser le contrat, donc faites-le. On attend de voir si les valorisations vont baisser les prochains trimestres. Il y a une deadline au 30 septembre, il y en a une plus grosse au 31/12/2023. Bien sûr, oui. Moi, je n'ai pas envie que mes clients jouent avec le feu. On va sur un support à 3% garanti ou quasiment garanti. Et puis, on verra en 2024 s'il y a un point d'entrée. Point. Mais alors justement, c'est intéressant parce que ceux qui défendent effectivement les fonds immobiliers répètent que c'est de l'investissement de long terme et qu'il ne faut pas prendre des décisions face à quelques éléments court terme. Pour autant, ce que vous nous dites, c'est soyons quand même prudents sur le court terme et sur le contexte qu'on voit actuellement. Non, mais bien sûr, on avait ces SCI depuis des années. Mais là, quand on veut optimiser le patrimoine d'un client, donc réduire son risque avec la même rentabilité, donc on parle d'un rapport rendement-risque,
pourquoi s'embêter? Si on parle de long terme, c'est quand peut-être on a des SCPI en direct, qu'on a payé 10% de frais, qu'on touche des revenus, et que finalement cette SCPI nous plaît. Là, on est entre guillemets un peu plus coaché. Peut-être même en plus, il y a une liste d'attente de plusieurs mois pour pouvoir vendre. Là, sur votre assurance vie, encore une fois, en un arbitrage de quelques euros, vous passez de l'un à l'autre, vous pouvez revenir de l'un à l'autre. Je pense qu'il ne faut pas se gêner. Voilà. Pour trouver les bons points d'entrée, quel que soit l'actif en question, et l'actif dont on parle aujourd'hui, c'est les fonds immobiliers. Le point d'entrée, je ne le connais pas. Je ne sais pas si ça va baisser, je ne sais pas si ça va monter, je ne sais pas. Je sais juste qu'il y a un placement garanti à 3%, qui est d'une rentabilité équivalente à un fonds immobilier. Donc, on parle des baisses des SCPI, mais les SCI ont commencé à baisser. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, les SCPI ont fait la une des journaux, les SCI n'ont pas fait la une des journaux, des médias, mais ça a déjà commencé de baisser. Donc, si vous aviez arbitré 31 à 12, déjà vous serez un peu mieux, vous aurez gagné 3% plus la baisse, donc peut-être à 6% de delta. Donc, je pense que c'est pas encore trop tard parce que ça n'a pas encore dévissé, comme certaines SCPI à moins 17. Christian de Kerangal, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'effectivement, en tout cas pour les SCPI, pour les SCI, ça peut se discuter un peu plus. Mais pour les SCPI, moi, j'aurais plutôt envie de conseiller. Ce n'est pas du tout mon rôle d'être conseil, mais plutôt de dire c'est effectivement un placement de long terme. Quand on regarde le rendement global sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans des SCPI, il est supérieur à celui de beaucoup de produits. Et donc moi je dirais au contraire, ne sortez pas maintenant, si jamais vous en avez. Mais alors, la question, c'est peut-être celle qu'a posée Anthony Calci dans sa réponse. C'est quand je les détiens en direct et quand je les détiens en assurance vie, est-ce que mon comportement en tant qu'investisseur doit être le même? Alors, je sais que vous ne faites pas de conseils, mais du coup, je vous pose la question à vous, Anthony Calci. Est-ce que le comportement doit être différent en lien avec la manière dont on détient ces fonds immobiliers? Oui, clairement, on fait une grosse différence entre les SCI et les SCPI. Donc, dans les SCPI, déjà, il y a des frais. Et cette perception des loyers permet d'avoir un amortisseur en fait sur la rentabilité. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a vendu quelques SCPI qui nous semblaient à risque sur la baisse de prix de part, mais on continue d'investir même sur les SCPI qui sont récentes et internationales, et plus diversifiées. Même dans le contexte actuel. Même dans le contexte actuel, parce que si elles sont en collecte positive, en fait, elles vont acheter elles vont acheter des immeubles avec des baux renouvelés, avec des prix plus bas. Donc, en fait, c'est très intéressant d'investir sur des fonds immobiliers qui sont en collecte positive, qui sont récents, et on le fait, qui sont à l'international aussi. Donc non, il y a des choses vraiment à garder dans les fonds immobiliers. Christian de Kerangal. Oui, pour aller dans le même sens, je pense qu'on rentre dans une période où il va y avoir besoin d'une beaucoup plus grande sélectivité dans les fonds immobiliers, que ce soit les SCPI ou les SCI, pour regarder quels sont les sous-jacents. Il y a aujourd'hui des classes d'actifs qui ont déjà repricé et qui sont en train de commencer à repartir à la hausse. Enfin, l'hôtellerie est une classe d'actifs que beaucoup d'investisseurs regardent. Le commerce, il y a des commerces qui souffrent, bien sûr. Bien sûr, il y a aussi des commerces qui vont très bien, au contraire. Donc, comme vous le disiez, il va falloir choisir de manière beaucoup plus fine. Et ça veut dire aussi pour les sociétés de gestion une nécessité de communiquer de manière peut-être plus importante, à la fois sur leur patrimoine et sur les risques. Eh bien, nous finirons là-dessus, messieurs. Merci beaucoup, Christian de Kerangal, directeur général donc, de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Merci également Anthony Calci, fondateur de Calci Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la troisième partie de Smart Patrimoine, l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment vérifier que nous sommes, que vous êtes bien équipés en matière de prévoyance. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Antoine Cauchy. Bonjour Antoine Cauchy. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur de Trèfle Gestion Privée. La prévoyance pour l'entrepreneur, c'est aussi un sujet d'accompagnement pour les conseillers en gestion de patrimoine. Vous avez noté 7 points, une checklist donc de 7 points d'autodiagnostic pour vérifier si l'on est bien ou mal équipé en matière de prévoyance.
Oui, exactement. En fait, le but pour les interlocuteurs en face de nous, c'est qu'ils puissent se dire, sur ces 7 points-là, je sais analyser mon contrat. Le premier, c'est déjà, est-ce que je suis assuré? Oui et non, ça, c'est pas très compliqué à savoir. Le Vérifier deuxième, si j'ai bien un contrat de prévoyance. exactement. Alors, parfois, on se pose la question avec la retraite. Donc, on confond la prévoyance et la retraite. D'accord. Est-ce que j'ai bien un contrat de prévoyance pour l'arrêt de travail, l'invalidité ou le décès? Donc ça, c'est la première chose à vérifier forcément dans les 7 points. Parce que, je reste là sur ce premier point, pardon, ça n'est pas obligatoire, donc il faut bien vérifier qu'on a un contrat de prévoyance, c'est exactement. ça? Alors, pour nos clients entrepreneurs, profession libérale, il n'y a rien d'obligatoire là-dessus. Ça devrait presque l'être, mais pour autant, ça ne l'est pas. Donc ça, c'est le premier point. Oui. Ensuite, une fois que si je suis assuré, est-ce que tout est réglé ou là, il faut rentrer un peu plus dans le détail? Eh bien non, mais c'est comme tout. Hein. Il y a forcément des prérogatives à respecter pour se dire qu'au moins le contrat ou les montants assurés correspondent à ce dont on a besoin. Et donc, le deuxième point, c'est quels sont les montants. Déjà, est-ce que je les connais? Si je les connais, c'est déjà un bon point parce que rares sont les clients, en tout cas, que nous, on croise, qui sont au courant de ce qu'ils ont. D'accord. Donc, est-ce que je connais les montants assurés en cas de, on le disait tout à l'heure, arrêt de travail, invalidité, parce que souvent, ça va de pair, et en cas de décès. Donc, les montants qui me seraient versés si jamais je fais face à un accident de la vie, c'est ça? C'est ça, D'accord. exactement. Exactement. Ensuite, troisième point. Ensuite, on a les exclusions. Est-ce qu'on va avoir des exclusions sur le dos, sur des grossesses pathologiques pour les femmes, que ce soit sur les maladies psy aussi, qui est avec le dos les gros mots du siècle en ce moment. Et ça, alors s'il y en a, c'est pas un problème, mais déjà, est-ce qu'on est OK avec ça? Est-ce qu'on a eu l'information? Ça, c'est le troisième point, hyper important. Ensuite, on peut avoir la considération, et là, on va rentrer un peu plus dans la technique, de dire comment je vais être indemnisé. Si déjà, je suis couvert et en fonction des garanties que j'ai eues, comment je suis indemnisé? Est-ce que je suis indemnisé de manière indemnitaire ou est-ce que je suis indemnisé de manière forfaitaire? Indemnitaire, ça veut dire que demain, si jamais il m'arrive quelque chose en cas d'arrêt de travail, d'invalidité, l'assureur va venir me voir et me dire combien vous avez gagné, donc combien on doit vous indemniser. D'accord. Alors que le forfaitaire, ça va être de dire, moi je me suis garanti pour 100 000 euros et on ne viendra pas me chercher pour savoir combien j'ai gagné cette année-là. Pour les exemples, avec le Covid, on peut en avoir de nombreux, avec des baisses de revenus, on ne viendra pas me chercher là-dessus sur le barème forfaitaire. Et donc ça c'est important en matière de peut-être d'activité, de style d'activité de l'entrepreneur, de choisir l'un ou l'autre, c'est ça? Exactement, si on a des activités qui peuvent être cycliques ou sur lesquelles on peut avoir des trous d'air, à la différence d'activités de santé où c'est beaucoup plus linéaire, c'est un vrai sujet de pouvoir bien choisir son contrat là-dessus. Exactement. Et alors si on reste sur les chiffres, il y a également le sujet du barème de calcul d'invalidité. Oui, exactement. On va regarder si on est indemnisé de manière professionnelle, de manière fonctionnelle, donc fonctionnelle c'est le barème de la sécurité sociale, ou de manière croisée. Donc en fait on a des tableaux qui existent, et soit c'est le barème de la sécurité sociale, soit on considère le professionnel uniquement, c'est-à-dire la capacité restante à exercer une profession, soit on va avoir un barème croisé. Ça a un gros impact notamment pour les professions réglementées, ou notamment aussi pour les professions de santé. Donc 5 points à regarder, il en reste 2. Oui. Là, on a fait le tour déjà un petit peu parce que c'est déjà assez dense, mais non, il y a encore d'autres choses à regarder sur les contrats de prévoyance. Il y a un point qui, moi, me paraît aujourd'hui important, c'est de dire que je prends la totalité de ma rente d'invalidité en cas d'invalidité supérieure aux 2/3, donc 66%. Ça, c'est un point pour moi indéniable que tous les contrats, les bons contrats de prévoyance doivent avoir. Et après, vous avez la partie tarif. Est-ce que je suis tarifé sur l'individuel et donc le tarif va bouger en fonction de l'évolution de mon âge, ou est-ce que je suis basé sur un tarif collectif, donc une tranche d'âge, et on va avoir souvent des tarifs qui vont être impactés en fonction d'un indice, par exemple le plafond de sécurité sociale. Donc en fonction de l'âge, moins de 46 ans, plus de 46 ans, parfois on va préférer l'un ou l'autre. Est-ce que, dernière question, Antoine Cauchy, ces éléments que vous nous donnez sont bien compris des entrepreneurs, ou est-ce que déjà, quand ils ont un contrat de prévoyance, ils estiment qu'ils ont fait plus que la moyenne? C'est le dernier point. Déjà, quand nos clients, en tout cas les entrepreneurs, pensent être assurés, c'est déjà un bon point. La pédagogie dans le métier, elle n'est pas facile. Même mes confrères ou les banques assureurs ne sont pas forcément à l'aise, et ça c'est sûr, avec les 7 points dont on a listé là. Donc forcément, les clients, c'est beaucoup plus difficile. Merci beaucoup Antoine Cauchy d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Trèfle Gestion Privée. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.